Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Kawasaki Versys 1000 de 2019. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui on se retrouve, vous l'aurez compris, pour le test de ce gros trail japonais, la Versys 1000. C'est d'ailleurs la plus grosse cylindrée dans cette gamme Versys, qui allait de la 300 jusqu'à la 1000. Actuellement la 300 n'est plus distribuée, mais cette 1000 est toujours en vente. Là, ce que je vous propose comme test, c'est celle de 2019, mais il faut savoir que celles de 2023, même 2024, sont identiques à ce que je vais tester aujourd'hui. Donc tout d'abord, au niveau de l'esthétique, cette Versys 1000, elle a, comme beaucoup de Kawasaki modernes, un look très futuriste, très anguleux, et personnellement, c'est vraiment pas ce que j'affectionne en termes de design. Surtout qu'en plus, vous voyez que les coloris proposés dans cette gamme ne sont pas non plus très dingues. Il y a beaucoup de blanc, gris, noir. Aujourd'hui, on a une version Biton en blanc nacré. La peinture est d'une excellente qualité, hein. Il y a plein de petites paillettes et de reflets. La peinture est excellente. La finition est excellente. Le coloris, lui, n'est vraiment pas dingue. La particularité de cette version 1000, c'est bien sûr d'être motorisé par un gros moteur. Contrairement à ce qu'indique son nom, ce n'est pas un 1000 cm3, mais un 1043 cm3. C'est d'ailleurs le même moteur qui équipait les Z1000 à l'époque. Sauf que ce moteur a été retravaillé, il est un peu moins puissant que sur un Z1000. Là, il fait 120 chevaux. Et vous l'aurez compris, hein, c'est un moteur en 4 cylindres en ligne, à injection, refroidissement liquide. Ce qui est plutôt rare hein, comme architecture moteur dans cette gamme des trails routiers. Comme je vous l'ai dit, cette moto est toujours en vente actuellement chez Kawasaki. Et il faut savoir que le modèle que je vous présente est quasiment conforme à l'origine. Il y a très peu d'accessoires. C'est juste en fait des accessoires de confort qui ont été rajoutés. Vous voyez qu'on a un déflecteur supplémentaire pour la bulle. On a aussi une selle confort. Et c'est à peu près tout, hein. Après, il y a des choses qui sont sur la moto, mais je ne sais plus si ce sont des options à l'époque ou si c'était d'origine. On a par exemple une prise 12 volts dans le carénage à côté du compteur. Je crois que c'était en option à l'époque. Et on a la béquille centrale. J'avoue ne plus me souvenir si c'était d'origine sur ce modèle. Bon, me voilà maintenant en centre-ville et lorsqu'on évolue à très basse vitesse avec cette machine, d'un côté, le moteur est rassurant car il permet de descendre à très bas régime comme la plupart des 4 cylindres, c'est très souple. Mais en même temps, je trouve que la réponse au gaz est presque trop brutale. On accélère à peine et tout de suite la bécane, elle part, elle est très vive. C'est un peu surprenant. Sinon, en termes de gabarit, ça reste une grosse moto. Elle est donnée pour 253 kg tout plein fait, c'est-à-dire avec 20 litres de carburant. Et du haut de mon 1m70 m, vous vous doutez bien que je n'arrive pas à avoir les deux pieds à plat au sol, c'est même impensable. Lorsque je m'arrête, je peux toucher des deux côtés, mais je suis loin d'être en équilibre parfait. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire ici. Vous voyez que je peux mettre un pied facilement à plat, l'autre qui touche un peu, mais je peux pas mettre les deux pieds à plat, c'est impossible. La position sur la moto sinon est conforme à ce qu'on est en droit d'attendre sur un trail routier, hein. On a le buste très droit, le guidon est énorme et on a un assez bon bras de levier. C'est assez facile à manœuvrer. Là, vous voyez que dans ce rond-point, ça prend de l'angle sans difficulté. C'est même surprenant que ça se déplace aussi facilement. On retrouve un petit peu la vivacité d'un Z, sauf que sur une machine aussi haute, on s'y attend pas. On s'attend pas à ce que ce soit aussi vif et parfois, on a l'impression qu'on va tomber parce qu'on s'attendait pas à ce que le changement d'angle se fasse aussi rapidement. D'ailleurs, sur cette moto, les pneumatiques sont exactement de la même taille que sur tous les autres véhicules routiers. C'est du 17 pouces, 120 à l'avant, 180 à l'arrière. Donc ça peut également participer à la vivacité de ce modèle.
Comme je vous l'ai dit, on a une position très droite sur cette machine, donc on peut facilement se retourner pour vérifier les angles morts, et ça sans lâcher le guidon. On a aussi des rétros, par contre, ils sont tellement sur l'extérieur que je suis obligé de tourner la tête pour vérifier ce qu'il y a dans les miroirs. On voit très bien, hein, on n'est même pas du tout gêné par nos bras, mais c'est un peu pénible d'être obligé de tourner la tête. Je pense que les rétros auraient dû être placés différemment pour que ce soit plus lisible en restant à regarder devant nous. Donc je vous l'ai dit, hein, la machine est quasi conforme à l'origine. On a donc encore bien sûr l'échappement d'origine qui est sur la position droite, enfin du côté droit. L'esthétique est, je dirais, conforme au reste de la moto. C'est très futuriste, très anguleux. Et la sonorité, pour l'instant, en restant à assez bas régime, on entend juste le petit feulement du 4 cylindres, mais c'est bien sûr pas du tout exubérant. On verra ce que ça donne tout à l'heure en montant dans les tours. Pour l'instant, c'est standard. Sur cette Versys 1000, vous voyez que devant moi, on a une bulle qui est réglable. Actuellement, elle est sur la position la plus haute. C'est un réglage manuel, hein. On ne peut pas faire ça en roulant. Et en plus, le propriétaire a rajouté une extension. Pour l'instant, en roulant à 70, j'ai pas d'air qui arrive sur mon casque. Mais je pense vraiment que l'extension était indispensable, car si je me lève ne serait-ce que de 10 cm, instantanément, j'ai énormément d'air en plein visage. Donc d'origine, c'est certain, la bulle est trop courte. D'ailleurs, il me semble que dans leur catalogue d'options chez Kawasaki, ils ont une bulle beaucoup plus haute et aussi beaucoup plus large. J'arrive maintenant sur le passage que je prends à chaque fois à basse vitesse. Donc là, vous voyez que je suis en troisième à 25. Ça se manœuvre bien. Comme je l'ai dit, hein, la moto, elle est vraiment, comment dire, vive. Elle est extrêmement vive, mais on sent quand même le poids de celle-ci, hein. C'est pas une petite ballerine, mais je le redis, c'est parfois déstabilisant avec quelle vivacité elle change d'angle. Nous voilà ici, comme d'habitude, pour tester l'accélération. Donc cette machine est relativement puissante, je vous ai dit 120 chevaux, 253 kg tout plein fait, et là on a le plein. La machine est également moderne, donc on a de l'électronique, on a bien sûr l'ABS sur ce modèle, on a un traction control qui est réglable sur 3 ou 4 valeurs. On a aussi 2 puissances possibles. Là, je suis sur la puissance maximum et on peut aussi se mettre en puissance faible lorsque les conditions d'adhérence sont très précaires. Aujourd'hui, on a de la chance, c'est parfaitement sec, donc je vais rester en puissance max. Le traction control, je le laisse sur la position intermédiaire. Je changerai la valeur du traction control uniquement si ça venait à me castrer, à être vraiment une gêne sur l'accélération. Allez, c'est parti, let's go. Logiquement, avec un 4 cylindres de 7 cylindrée, on devrait pouvoir prendre les 100 km/h en fond de première. C'est parti! Alors finalement, la boîte de vitesse est assez courte, hein. On ne peut pas atteindre les 100 km/h en première, ça m'a un peu surpris, surtout que le contour monte jusqu'à 14 000, mais finalement on ne peut pas passer les 10 000. Dès qu'on affleure la zone rouge, on se retrouve au rupteur. Donc je suis pas sûr d'avoir vraiment utilisé le moteur au mieux. On va refaire ça dans l'autre sens. Mais j'ai pas eu de castration avec le traction control, du moins s'il y en a une. Je n'ai eu aucune info là-dessus et aucun ressenti. Maintenant, on va faire un petit demi-tour. Donc vous voyez, comme d'habitude, je vous le remonte, je touche je touche par terre des deux côtés, mais pas avec les deux pieds à plat. Je braque à fond. L'angle est satisfaisant, mais vu que le guidon est énorme, ça nécessite que je me penche quand même un peu vers l'avant. Je maintiens la machine droite, enfin vous connaissez la procédure si vous regardez habituellement mes tests. Est-ce que je vais réussir? Eh non, s'il y avait eu un trottoir, j'aurais clairement
taper dedans. Donc l'angle de braquage n'est pas si dingue que ça. Bon, allez, c'est reparti. Allez, je freine, frein arrière, ça freine pas beaucoup, frein avant. Ouais, le frein avant est pas dingue non plus. Bizarrement, il a une attaque au début qui est un peu costaud. Et ensuite, une zone un peu molle où il faut tirer beaucoup plus fort pour avoir du mordant. C'est assez inhabituel. Bon, par contre, vous avez vu que le moteur, quand on l'exploite vraiment dans les tours, bah, on reconnaît bien là un moteur de Z. Hein. Ça marche très bien. La sonorité devient très sympa dès qu'on dépasse les 6000 tours. Ça monte jusqu'à 10 000 sans problème. Après, bah, rupteur. Hein. Et même quand vous tapez le rupteur, c'est pas brutal du tout. Hein. Vous n'avez pas une coupure franche, nette, qui vous casserait les pattes. Hein. Là, c'est très très cool. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de danger. Donc on peut exploiter ce moteur même à très haut régime, il n'y a pas de problème. Maintenant dans ce rond-point, bah, comme d'habitude, ça se penche toujours aussi facilement, peut-être même trop facilement. On a la fluidité d'un Z900, mais en même temps avec le poids beaucoup plus haut, une sensation un peu bizarre. Allez, je réaccélère un peu. Oh là là, cette sonorité! Oh là là, franchement, dès qu'on dépasse les 6000 et lorsqu'on ouvre en grand, qu'on accélère vraiment à fond, la sonorité est vraiment sympa. C'est d'ailleurs assez surprenant qu'une machine d'origine ait quelque chose d'aussi mélodieux. Pour l'instant, je le redis, hein, le seul souci pour moi, c'est le freinage qui, je le redis, est très bizarre. Hein. Au début, il freine un peu fort et ensuite moins. C'est un peu louche. D'ailleurs, sur ce modèle, vous voyez que les deux leviers, hein, frein et embrayage, sont réglables en écartement. Au niveau des commodos, c'est de nouveau très moderne. On a des commodos gris. Il y en a beaucoup sur le côté gauche. On a bien sûr tout ce qui gère l'éclairage à gauche. On a aussi le régulateur de vitesse. On a les boutons permettant de changer le mode de puissance ainsi que les réglages du traction control. On a les feux de détresse. Enfin, il y a beaucoup de choses. Sur la droite, beaucoup plus simple, démarreur, coupe-circuit et le bouton qui permet de rentrer dans les menus du tableau de bord. Le tableau de bord, lui, est un peu à l'ancienne. C'est divisé en deux parties. Vous avez une première partie donc, qui est un compte-tours à aiguille, tout ce qu'il y a de plus banal. Et le reste, c'est un écran à cristaux liquides monochrome avec des écritures un peu ambrées. C'est facilement lisible, même si l'écran n'est pas gigantesque. On a la vitesse, bien sûr, le rapport engagé, la réserve de carburant, la consommation moyenne, conso instantanée, les modes sélectionnés. Enfin, c'est complet. Franchement, il n'y a pas d'infos qui viendraient à manquer. Par contre, c'est vrai qu'un écran de ce genre, ça fait un peu vieillot. Et c'est d'ailleurs pour ça que Kawasaki maintenant propose sur les finitions plus haut de gamme de cette machine, la finition S ou SE, il propose un écran couleur. Maintenant, je vais repasser tous mes rapports. On va tenter de voir si ce moteur est souple. Donc 30 km/h en 6e. Et comme d'habitude, hein, les 4 cylindres n'imposent aucun problème au niveau souplesse. Là, je suis même tombé à 25. Je réaccélère un peu fort. Et ça repart. On ne peut pas se tromper de rapport avec cette machine. Mais après, si vous voulez vraiment de la performance, il faut rester au minimum à 4000. Et là, ah, ce moteur est vraiment cool. D'ailleurs, pour aller avec ce moteur, on a une boîte de vitesse, bien sûr, à 6 rapports. Ça, c'est assez classique, elle fonctionne parfaitement bien. Par contre, elle n'a pas de shifter. C'était disponible uniquement en option sur ce modèle. On va maintenant faire un test de reprise. Donc là, je suis en 4e à 3000 tours, en côte à 50 km/h. J'accélère à fond. Ouais, ça marche toujours aussi bien. Et vous voyez que ça marche bien déjà à faible régime. Hein.
n'a pas besoin de titiller le rupteur pour avoir de la perf. Il est super agréable ce moteur. Maintenant j'arrive sur un Dodan, donc je suis à 30 km/h. Alors sur cette machine c'est un peu ferme. C'est comment dire, à l'avant on a une suspension réglable, c'est une grosse fourche inversée. À l'arrière on a un amortisseur qui lui aussi est réglable via une molette sur le côté afin de régler ça rapidement en fonction de votre charge. Et pour l'instant ouais, je trouve ça plutôt ferme. Là je vais prendre ce Dodan un peu plus vite pour voir si ça se détériore pas. Non, c'est pas forcément typé extrêmement confort, c'est plutôt ferme. Et la qualité de l'amortissement ne se dégrade pas avec la vitesse. Là vous voyez que j'ai pris ce Dodan à 45 et ça restait ferme, il n'y a pas eu un écrasement des suspensions, ça fonctionnait bien. Ah là là. J'adore hein, vraiment que cette sonorité sympa arrive à assez bas régime. Hein. Ça fait qu'on a l'impression de rouler très fort et on s'amuse, hein, ne serait-ce qu'avec la sonorité, en restant encore, je dirais, à des vitesses raisonnables. J'arrive maintenant dans une succession de virages, voyons comment ça se comporte. Ah, le moteur est vraiment sympa. Le freinage par contre lui n'est pas des plus rassurants avec cette différence de comportement. C'est ce qui me gêne le plus sur cette machine. Sinon elle est plutôt vive, même très vive, hein. C'en est surprenant. Et elle est stable. Lorsqu'on monte par contre à plus de 6000 tours, ou qu'on reste à 6000 tours, on commence à avoir quelques vibrations qui remontent le long du réservoir. Bon, sur les gros freinages par contre, hein, la suspension montre ses limites, hein, c'est pas un Z ou un Ninja, hein. Il y a quand même beaucoup d'appui sur la fourche, mais franchement elle est déjà suffisamment bien équipée pour rouler bien au-delà des limites, hein. C'est très cool. De nouveau un petit rond-point, toujours aussi facile à basculer. Mais il faut se méfier en fait quand on est sur un filet de gaz parce qu'elle est un peu brutale dans ces moments-là. Allez, on va dépasser. Ouais. C'est vraiment comme un Z. Hein. À la moindre occasion, on n'hésite pas à accélérer fort. On se retrouve bien au-delà des limites sans même s'en apercevoir. Il y a juste la sonorité de l'échappement qui vous rappelle un peu à l'ordre. Et bien sûr, dès que vous baissez les yeux vers le compteur, vous faites « Ah oui, merde !» Et je pense que le problème en fait avec une machine comme ça, c'est qu'on peut très rapidement prendre un peu trop de confiance. Elle est tellement agile, tellement facile, je le redis, hein, ça se conduit vraiment comme un Z, hein, que je pense qu'on peut finir par faire quelques erreurs irrattrapables. On va maintenant s'engager sur l'autoroute. Il n'y a personne, j'accélère un peu. Je me mets tout de suite en 6. Donc à 105, je suis un peu plus de 4000 tours. Je vais dépasser cette voiture. Ça prend une vitesse de malade. Je suis même obligé de m'arrêter d'accélérer parce que je commence déjà à rattraper tout le monde. Franchement, la puissance est là. Et ce qui me surprend le plus, c'est que finalement, avec cette bulle et cette extension, j'ai pas d'air qui arrive sur mon casque. J'en ai un peu sur le torse, un peu sur les bras. J'en ai pas sur les doigts, bien sûr, parce que vous voyez que la moto est équipée de pare-main. Je ne sais plus d'ailleurs, je crois que c'est en option. Mais on est confortablement installé, on domine un peu ce qui se passe autour de nous. La prise d'info est bonne. On peut rouler sur l'autoroute pendant longtemps sans se fatiguer avec cette machine, c'est certain. Allez, sortons de l'autoroute.
Concernant le design, je vous ai déjà dit, hein, cette moto a un look vraiment très futuriste et vous le voyez. Donc ils ont intégré dans cette machine uniquement des LED. Il n'y a pas d'éclairage avec des ampoules à filament. Que ce soit le phare devant, les clignotants devant, derrière, le phare arrière, tout est à LED. Bon, je me répète, hein, vous le savez, hein, j'ai l'habitude, hein, je suis un peu redondant parfois, mais ça me paraît important de le resignaler. Hein. Lorsque je veux freiner à très basse vitesse, le frein est un peu brutal. Quand je réaccélère à basse vitesse et également l'accélérateur est un peu brutal. Et c'est vraiment pour moi ce qu'il y a peut-être de plus pénalisant sur cette machine. Faut se méfier en permanence avec elle quand on roule sur un filet de gaz. Alors que quand on roule un peu fort, en mode dynamique ou normal, il n'y a vraiment plus aucun problème. C'est parti pour une dernière accélération, montons ce moteur un peu dans les tours. Ah, il est cool, hein. Franchement, je le redis, ce que j'apprécie le plus sur cette machine, c'est le moteur. On va refaire un petit freinage. Ouais, c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf du tout même. Enfin, au niveau dynamique, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, parlons des aspects pratiques, hein, même des roulements que d'habitude. Donc déjà, vous pouvez démonter la selle pour avoir quelques rangements. En dessous de celle-ci, il y a de quoi mettre un bloc disque. Il y a la place aussi pour mettre une chaîne. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, c'est pas très profond. Et il y a un set d'outillage fourni d'origine. La selle est suffisamment grande pour accueillir généreusement un passager. On a aussi des poignées de maintien, donc rouler avec quelqu'un ne sera pas un problème. Concernant la consommation, c'est de nouveau dans la moyenne. Le constructeur annonce 5,5 litres et le propriétaire m'a confirmé que ça consommait entre 5,5 litres et 6 litres. Donc c'est tout à fait normal. Le réservoir fait 20 litres. Je vous laisse calculer l'autonomie. Hein. Mais de nouveau, ce sont des valeurs qui sont dans la moyenne. Cette machine d'origine est équipée, vous voyez, de supports afin de mettre des valises. Mais les valises ne sont distribuées qu'en option. Et aujourd'hui, donc, elles ne sont pas présentes. Par contre, on a un support pour un top case qui est présent. Donc finalement, que retenir de cette Versys 1000? Et surtout, est-ce qu'elle est pertinente face à ses concurrentes? Parce que vous le savez, actuellement, le secteur des trails, c'est vraiment un des segments qui se vend le plus. C'est un type de moto extrêmement populaire. Et dans ce segment, il y a de tout. Hein. Il y a du bicylindre, du 3 cylindres, 4 cylindres. Mais finalement, des 4 cylindres, il n'y en a pas tant que ça. Donc c'est peut-être ce qui différencie le plus cette machine par rapport à la concurrence, c'est bien son moteur. C'est pas le plus puissant de la catégorie, mais c'est peut-être celui qui donnera le plus d'agrément. Car peu importe comment vous l'utilisez, que ce soit de manière cool ou un peu sportive, eh bien ça passe sans problème. Je le redis encore, hein, finalement, imaginez que cette moto est une version du Z900 ou du Z1000 surélevée avec bien sûr un équipement un peu trail routier, mais c'est finalement très similaire. Donc si vous appréciez cette mécanique, vous allez bien sûr aimer cette Versys 1000. A l'inverse, si vous privilégiez les bicylindres, vous n'allez que peu apprécier ou trouver cette motorisation peu pertinente sur ce genre de moto. Actuellement, cette moto est toujours vendue. Au fil des années, seuls les coloris ont évolué. Je ne pense pas qu'il y a eu vraiment de modifications techniques. Par contre, Kawasaki, au fil des années, a proposé des éditions supplémentaires, enfin des finitions supplémentaires. Là, je vous présente le modèle standard, mais il y a aussi une finition S et une finition SE. Actuellement, elle est en vente, la finition standard, pour 13 000 €. La finition S, qui est un petit peu mieux équipée, est à 16 000 €. Et la SE, qui a en plus des suspensions électroniques, est à 18 000 €.
Et gardez en tête que peu importe la finition, les valises sont toujours en option. Enfin, je pense que vous l'aurez compris, hein, si vous aimez les trails urbains, enfin les trails routiers, et si vous aimez surtout les 4 cylindres en ligne, eh bien vous serez ravis sur cette Versys 1000. D'autant plus que ce moteur et la moto globalement est réputé extrêmement fiable et que maintenant ces motos sont garanties 4 ans par Kawasaki. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fait le tour de l'ensemble des caractéristiques de cette Versys 1000 modèle 2019. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez des infos à partager, n'hésitez pas également à utiliser l'espace commentaire. Je tiens encore à remercier mon abonné qui est venu jusqu'ici sur mon lieu de tournage habituel afin que je puisse vous proposer le test de cette machine. Si, comme lui, vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, prenez contact avec moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que le lieu de tournage se situe en Normandie, près de Rouen. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas bien sûr de mettre un petit pouce vers le haut, de partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux. Et je vous invite comme d'habitude à vous abonner si vous aimez ce contenu. Je vous dis à bientôt et bien à tous. Finalement, pour moi, les concurrentes les plus proches de cette machine sont également des Kawasaki, car on retrouve beaucoup d'aspects que j'aime bien sur les Z1000 SX ou maintenant les Ninja 1000 SX, et personnellement je serais plus partant sur les routières que sur cette version trail routier. Je les trouve plus jolies. Et en plus, les versions SX sont plus performantes.